Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de réduction des endomorphismes. Vous l'avez attendu, la voici enfin, la décomposition de Dunford. Nous allons voir, elle ne porte pas très bien son nom, mais donc voilà, qui permet de calculer les puissances des matrices, les exponentielles, etc. Alors, qu'allez-vous voir dans cette vidéo? Eh bien, nous allons faire une petite introduction. Je vais expliquer, vous rappeler un petit peu à quoi ça sert pour ceux qui prendraient le train en marche, qui n'auraient pas forcément suivi les épisodes précédents. Ensuite, donc, on va donner l'énoncé du théorème. On va tout de suite l'appliquer à un exemple, le même exemple qu'on avait vu précédemment sur la trigonalisation. Et puis ensuite, on va avoir quelques propriétés des matrices commutantes qui peuvent être utiles. Donc voilà, là j'en ai besoin pour la preuve, je les ai mis à ce moment-là, mais en fait ça aurait pu être mis à peu près n'importe quand dans la série de vidéos sur l'algèbre linéaire. Ces propriétés qui sont voilà, relativement intéressantes en tant que telles, mais bon, j'ai mis à ce moment-là parce qu'elles sont utiles pour faire la preuve du théorème de Dunford. Et donc voilà, on va y aller tout de suite. Alors donc je vous rappelle que pour expliciter un système de suite récurrente, on a vu dans notre vidéo sur les applications de la diagonalisation qu'il suffisait, en fait on se ramenait à xn plus 1 égale axn, et donc pour trouver la suite xn, il fallait calculer les puissances de a. Donc pour résoudre certains problèmes mathématiques, on a besoin de calculer les puissances d'une matrice. Pour résoudre d'autres problèmes, avec des équations différentielles par exemple, on peut avoir besoin de calculer l'exponentielle de a. Et donc si a est diagonalisable, on l'a vu dans cette vidéo, c'est facile, on l'a fait sur un exemple, c'est pas bien dur, mais quoi faire quand a n'est pas diagonalisable? Eh bien, l'astuce, c'est qu'on a vu que si a est trigonalisable, qu'on pouvait l'écrire a comme une matrice diagonalisable plus une matrice nilpotente. Alors pourquoi? Ça c'était la partie diagonale et la partie triangulaire supérieure avec des zéros de la diagonale. Quitte à changer de base, on peut après écrire a égale d plus n. Donc d n'est plus diagonale, elle est diagonalisable, et n reste nilpotent. Et du coup, on pourrait se dire on peut calculer les puissances de ça en faisant le binôme de Newton, etc. Mais en fait, si dn n'est pas égal à nd, si d et n ne commutent pas, eh bien en fait, la formule du binôme de Newton, elle est horrible, et puis les exponentielles, on ne sait pas les calculer, et donc en fait, on a vu que ça ne servait pas à grand-chose, et que donc trigonaliser, en fait, vu qu'en général, on n'obtient pas cette relation de commutation, ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, le problème que se sont posés les gens Jordan il y a déjà très longtemps, c'était de savoir, mais est-ce qu'on ne peut pas toujours trouver une décomposition a égale d plus n, avec d diagonalisable, n nilpotent, et tel que ça commute? Parce que quand on le fait, on trigonalise un peu au hasard, ça ne marche pas tout le temps. Des fois ça marche, des fois non. Est-ce qu'on ne peut pas toujours trouver une méthode pour trouver une décomposition comme ça qui commute? Et donc la réponse est oui. Et donc elle a été trouvée pour la première fois par Jordan donc, en 1870, et puis ensuite elle a été redécouverte et redémontrée par Claude Chevalet au XXe siècle, en 1951. Et donc le nom normal de ce théorème, d'ailleurs sur Wikipédia américain, donc, enfin anglais mais américain, ils appellent ça la décomposition de Jordan-Chevalet, alors que Dunford est un américain. Donc vous voyez, s'ils étaient chauvins, ils pourraient garder le nom américain, mais même eux appellent ça la décomposition de Jordan-Chevalet. Mais par contre, pour une raison obscure, l'histoire garde ce nom-là et tout le monde continue à utiliser ce nom-là, donc j'y fais aussi référence pour que les gens savent de quoi je parle, vous voyez. Mais il n'y a même pas de photo de Dunford sur Internet, enfin, en tout cas moi j'en ai pas trouvé. Donc il a, à part avoir donné son nom à ce théorème, il a pas fait, il a peut-être fait plein de trucs super en fait, je sais pas quoi. Mais voilà, il a moins révolutionné les maths en tout cas que Jordan et Chevalet. Et pourtant on appelle ça le théorème de Dunford, donc c'est un des mystères de l'histoire. C'était sans doute un mathématicien très très fort, je ne veux pas non plus le dénigrer, mais sans doute un peu moins fort que ces deux-là. Et bref, bon, c'est comme ça. Donc on devrait appeler ça le théorème de Jordan-Chevalet, décomposition de Jordan-Chevalet, mais en pratique, on va continuer à appeler ça Dunford, parce que tout le monde fait comme ça. Bref, alors qu'est-ce qu'il dit ce théorème? Il dit que voilà, si on est sous les hypothèses de la trigonalisation, vous savez, l'hypothèse que le polynôme caractéristique de la matrice est scindé, donc non seulement il a une racine, mais si je divise par x moins cette racine, il a encore une racine, et ainsi de suite, toujours. C'est un produit de facteurs de degré 1, avec peut-être une certaine multiplicité, mais bon, en tout cas, le polynôme est complètement factorisable. Alors, dans ce cas-là, il existe un couple d et n avec d diagonalisable, n nilpotent, et d fois n égale nd. Pour ceux qui ne suivraient pas, qui prennent le temps en route, K, c'est un corps commutatif. Ça peut être RC, ça peut être Q, ça peut être Z sur PZ, enfin bref. Voilà. Donc la condition, c'est que le polynôme soit scindé. Donc par exemple, si le corps c'est C, c'est tout le temps le cas. Donc il y a toujours, pour les matrices complexes, une décomposition de Jordan-Chevalet.
pour la matrice réelle, il y a toujours une décomposition complexe de Jordan-Chevalley. OK? Voilà. Et bien donc, on va tout de suite le faire sur notre exemple qu'on avait vu en trigonalisation où ça ne marchait pas. Et puis après, on fera la preuve. Alors, avant ça, j'avais oublié, petit piège classique. Quand c'est facile, on le fait de tête et des fois, on se fait avoir. Si je vous dis, quelle est la décomposition de Dunford de cette matrice-là? Eh bien, il n'est pas difficile de voir que cette matrice-là est diagonale, que cette matrice-là est nilpotente, au carré elle vaut 1. Et donc, c'est un petit piège classique que je fais à mes étudiants. Quand je leur demande la décomposition de Dunford de ça, très classiquement, on me dit « Ah, bah c'est ça plus ça ». Ça a l'air tellement simple. Bah, sauf que c'est faux parce que, regardez bien, ça fois ça fait ça, et ça fois ça fait ça. Ces deux matrices-là ne commutent pas. Hein, vérifiez les calculs, bah non, elles ne sont pas commutantes, donc ce n'est pas la décomposition. C'est bien une somme d'une matrice diagonalisable, et même diagonale et nilpotente, mais ce n'est pas la bonne. Ok, hein, Claudie, quand on trigonalise au hasard, ça ne marche pas tout le temps. Vous voyez, la preuve, hein, pour elle, ça ne marche pas. Ok, donc, du coup, c'est quoi? En fait, c'est extrêmement simple. Hein. Cette matrice-là, elle a deux valeurs propres qui sont distinctes, 2 et 3. Donc vous devez voir qu'elle est diagonalisable. Donc en fait, la décomposition de cette matrice, eh bien, c'est diagonalisable plus nilpotent. Nilpotent, la matrice nulle, elle est bien nilpotente. Et puis là, la matrice nulle est commutée avec tout le monde. Vous voyez. Donc, donc voilà, décomposition de Dunford. À me dire, attendez, il n'y en a pas d'autres, parce que quand même celle-là, elle est quand même particulière. Bien non, parce que je n'ai pas trop insisté dessus au début dans le théorème, mais il y a unicité. D'accord? La matrice de départ s'écrit de manière... se décompose de façon unique en une matrice comme ça. Une somme des matrices diagonalisables et nilpotentes qui commutent. OK? Incroyable. Donc on va démontrer tout ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit la décomposition de Dunford, pas une décomposition de Dunford, vous voyez, parce qu'en fait elle est unique en plus. Voilà, voilà. Ok, alors donc reprenons notre exemple, donc voilà, sur lequel on a passé beaucoup de temps à trigonaliser, hein, dans la vidéo sur la trigonalisation, qui est un petit peu avant dans la playlist. Hein. Donc on va essayer de refaire, voilà, de donner une décomposition de Jordan-Chevalley pour cette matrice-là. Ok, alors je vous rappelle tous les calculs qu'on a vus pour histoire de ne pas tout recommencer depuis le début. Nous avions calculé le polynôme caractéristique de cette matrice. C'était un petit peu compliqué. On a vu que ça donnait x-2 fois x-1 au cube. Donc il y a deux valeurs propres qui sont 1 et 2. Celle-là donc est d'ordre 1. Voilà. Celle-là est de multiplicité 3. Et on avait vu même, on ne va pas s'en servir, mais que l'espace propre associé à 1 était de dimension 1. Voilà, j'appelle E1, E2, E3, E4 la base canonique de R4, et F l'application linéaire dont la matrice est celle-ci par rapport à la base canonique. Ok. Et ce qu'on sait d'après le théorème des noyaux, qu'on n'avait pas encore vu au moment de la trigonalisation, donc je ne pouvais pas l'utiliser, maintenant on l'a vu, c'est que l'espace donc E, enfin, R4, s'écrit en somme directe l'espace propre, la somme des sous-espaces caractéristiques, donc cet espace propre, plus celui-là, l'espace caractéristique, qui est R de A moins I au cube, puisque le polynôme caractéristique est un polynôme annulateur. Ces deux facteurs sont évidemment premiers entre eux, donc on a bien le lemme des noyaux nous permet de conclure à cette décomposition-là. Ok? Et donc en fait, toute l'astuce, c'est de trouver une écriture de la matrice A, enfin, donc l'application F, dans une base adaptée à cette décomposition-là, en fait. Et on va voir que ça marche automatiquement. Fantastique, hein? Bon, alors... Donc première chose, trouver une base de ça, on l'avait déjà fait, donc je n'ai pas à refaire le calcul, vous pouvez vérifier, c'est pas très dur, que si vous enlevez 2 partout dans la diagonale et que vous prenez ce vecteur 1, 0, 1, 0, eh bien il est bien dans le noyau de ça. Ce vecteur, c'est en fait la somme de ces deux lignes fait 0. Hein. Vous voyez, si je retire moins 2 ici, ça fait moins 1, ça dégage. Hop, hop, hop. Et ici, je retire moins 2, ça dégage aussi. Enfin bref, ça fait l'opposé de cette ligne devient l'opposé de la première. Et donc... E1 plus E3 est bien un vecteur propre associé à la valeur propre 2. Donc, ok, voilà. Donc, la base de cet espace-là, c'est V1. Donc, il va falloir maintenant trouver une base de cet espace-là. Et donc, pour trouver le noyau de A moins I au cube, la première chose à faire, c'est quand même de calculer A moins I au cube. Alors, je vous ai épargné les détails des calculs. Là, c'est vrai que c'est un petit peu pénible. A moins I, vous voyez, ça fait 0, moins 3, 0, 5 ici. Et donc, il faut calculer A au carré, puis A au cube. Bon, enfin, A moins I au carré et A moins I au cube, ok. On trouve ça. Donc, ok, bon,
pas très compliqué. Et maintenant, il faut trouver donc des vecteurs dans le noyau de cette matrice-là. Alors cette matrice est de rang 1, ce n'est pas étonnant, puisque d'après le théorème des noyaux, on savait que la dimension de ce noyau était 3. Donc il faut trouver, voilà, donc théorème du rang, on savait que le noyau de dimension 3, le rang de la matrice est 1, ok. Bref, donc trouver des vecteurs du noyau de cette matrice, je vous rappelle que c'est trouver des combinaisons des coordonnées A, B, C et D, telles que A fois cette colonne, plus B fois celle-là, plus C fois celle-là, plus D fois celle-là, fasse 0. Donc là, voilà, on en prend tant qu'on veut. La plus simple, c'est peut-être de prendre 0, 0, 1, 0. D'accord? Si je prends le vecteur E3, bah oui, celui-là, ça se voit tout de suite, il est dedans, donc déjà, c'est peut-être le plus simple. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Alors, voilà, je me dis, bah, si je prends celle-là moins celle-là, E1 moins E2, ça marche. Et puis, E1 moins E4, ça marche. Voilà. Donc, on peut choisir vraiment ce qu'on veut. Moi, j'ai décidé de prendre E1 moins E2, E3 et E1 moins E4. Pourquoi dans cet ordre-là? Pourquoi pas? Ouais, j'ai gardé E3, du coup ça fait E3 en troisième, vous voyez, bon c'est juste dans ma base V1, V2, V3, V4, V3 ça restait E3, bon. Mais franchement vous prenez comme vous voulez. Typiquement, rappelez-vous, ceux qui ont vu la diagonalisation, en fait on avait pris le vecteur propre associé à la valeur propre 1, on avait trouvé E2 moins E4. Et ce qui marche, hein, E2 moins E4 c'est bien là. Mais a priori, vous voyez, il n'y a pas de raison de prendre celui-là plutôt qu'un autre, donc... moi, je cherche juste une base de ça. Voilà, j'en prends une. Okay, bon. Je ne m'embête pas à prendre... Ouais, je n'ai même pas besoin de chercher d'abord les vecteurs propres. Non, moi, je prends n'importe quelle base de l'espace caractéristique. Okay. Et donc maintenant, bien évidemment, donc j'appelle V1, je l'ai déjà, c'était E1 plus E3, et donc V2, V3, V4. Okay. Alors, je suis sûr que ceux-là, ils sont libres avec le premier, hein, puisqu'il y a la somme directe du début. Donc voilà, ceux-là, il faut vérifier que c'est une famille libre. Enfin, je veux dire, j'insiste pas sur le fait que c'est juste évident, hein, d'accord? Voilà, bon, ok. Donc voilà. Donc on obtient une base V1, V2, V3, V4. Et donc le problème, c'est d'écrire la matrice de F dans la base V1, V2, V3, V4. Alors vous pouvez me dire, ah, bah moi je sais faire, changement de base. La matrice du début, là, il y avait 1, 0, 1, 0. Là, celle-là, c'est 1, 0, c'est 1, moins 1, 0, 0. Celle-là, c'est 0, 0, 1, 0. Et puis celle-là, c'est 1, 0, 0, moins 1. Donc je fais la matrice de changement de base. Je calcule son inverse, hop. Et puis je calcule donc P-1 fois A fois P. Et effectivement, je vais obtenir la matrice de F dans la base V1, V2, V3, V4. Ok, alors moi ça me saoule de calculer l'inverse d'une matrice 4-4, même si là il y a beaucoup de zéros, ça risque de ne pas être très dur, ça me saoule, donc je ne suis pas obligé, je peux directement essayer de calculer la matrice donc de F dans cette application-là, autrement dit, trouver l'image de V1, V2, V3, V4. Alors l'image de V1 en plus c'est facile, c'est 2V2. Donc pour ça ce serait mieux si j'avais pris un vecteur propre là-dedans, parce que effectivement l'image de lui ce serait lui. D'accord? Bon, ben là, non, j'ai pris ça, alors il va falloir calculer un peu mettre un peu les mains dans le cambouis. Donc je vous rappelle, V1 c'est E1 plus E3 et j'ai AV1 égale 2V1. Donc jusque-là, celui-là, c'était fastoche. La matrice commencera par 2, 0, 0, 0. Okay. Alors on y va. A de V2. Alors il faut calculer A de V2. Bah, donc c'est A de E1 moins A de E2. Okay. Alors A de E1, eh ben, je l'ai là, c'est E1 plus 2E3 plus E4. Okay. Et de A de E2, c'est celui-là. Donc en fait, je vais directement A de E1, c'est ce vecteur-là, moins celui-là. Donc vous voyez, j'ai directement calculé ça moins ça. Donc les E1, ça fait ça moins ça fait 2E1. Ok. Ça moins ça fait 2E2. Ok. Ça moins ça fait moins 1E3. Et ça moins ça fait moins 4E4. Bon, mais là, c'est pas terminé, parce que je ne veux pas l'expression de AV2 en fonction de E1, E2, E3, E4. Je veux en fonction de V1, V2, V3, V4. Donc V1, c'est E1 plus E3, V2, E1 moins E2, V3, E3 et V4, E1 moins E4. Alors, ce qu'il faut repérer, c'est que le E2, il n'y en a que dans V2, et que les E4, il n'y en a que dans V4. Donc déjà, voilà, donc les E1, on verra après, parce qu'ils apparaissent un peu partout, c'est un peu le souk. Mais déjà, les E2 et les E4, ça va me donner des combinaisons en V2 et en V4. Ok ? Donc voilà, donc déjà je vais regarder, le E1, pour le moment je ne regarde pas, compliqué. 2E2, bah pour avoir 2E2, il n'y a pas de miracle, il va falloir que je prenne moins 2V2. Ok, donc ça c'est sûr, il y aura moins 2V2. Bon, ensuite, il y a moins 4E4, bah moins 4E4, il n'y a pas de doute, il faudra que je prenne 4 fois V4, pour avoir un moins 4E4, parce que je ne peux pas faire E4 autrement, hein, d'accord?
Donc, je vais regarder ce que ça fait déjà. Si je prends moins 2V2, plus 4V4. Alors, donc plus 2E2, plus 4E4, bah ça c'était bien. Mais ce qui se passe là, c'est que donc, du coup, je fais moins 2E1, moins 2V2, plus 4E1. Moins 2 plus 4, plus 2E1. Donc, tout ça, c'était en fait 2E1 plus 2E2 moins 4E4. Fantastique. Donc, il me reste juste moins E3, donc je ne suis pas occupé, mais ça tombe bien. E3, c'est V3, donc ça fait moins V3. Là, ça s'arrange hyper bien. Je n'ai pas besoin de rajouter les E1 dans un sens. Sinon, il aurait fallu que je rajoute du V1 pour compenser les E1, et puis après que j'enlève avec les E3 pour compenser. Mais là, ça se fait direct. Donc, la vie est belle. OK, on passe en privé. Donc, on va calculer maintenant A de V3. Alors, V3, c'est E3. Donc, A de V3, bah, je l'ai déjà ici. Hein, A de E3, c'était E1 moins E4. Ça tombe bien, E1 moins E4, c'est un coup de bol. C'est ce que j'ai appelé V4. Donc là, voilà, c'est très facile. Cool. Alors, ça ne peut pas être dur à chaque fois. A de V4. Alors, V4, c'est plus chaud parce que A de V4, c'est celle-là. V4, c'est V4, il est là. C'est E1 moins E4, donc c'est cette ligne-là, moins celle-là. OK? Donc, 1 plus moins 1, donc 2E1. OK? Celle-là moins celle-là, plus 3E2. OK? Celle-là moins celle-là, moins E3. Et celle-là moins celle-là, moins 5E4. Et donc pareil, même bidouille que tout à l'heure, je regarde les 3E2. Les 3E2 pour les faire, il faut que je mette moins 3V2. D'accord? Donc je vais mettre moins 3V2. Ensuite, moins 5E4, ben, moins 5E4, ça veut dire 5V4. Donc moins 3V2 plus 5V4. Et puis on va regarder ce qu'on a fait en trop là, vous voyez? Alors, qu'est-ce que ça faisait mon moins 3E2 plus 5V4? Alors, donc moins 3V2, je veux dire plus 5V4. Alors ça fait moins 3E1 plus 5E1. Ça fait plus 2E1. Ok, donc, ah bah ça tombe bien. Il faudrait que je fasse moins 2E1 en fait, mais il y avait plus 2E1, il était là. Donc bah du coup ça s'élimine. Ok, et donc j'ai réussi à faire les E1, le 2, le 4 directement. Il reste juste moins E3 et donc moins V3. Une fois de plus, vous voyez, j'ai pas besoin de trafiquer, ça s'arrange tout seul. Écoutez, c'est la magie des maths. Et donc une fois que j'ai cette expression-là, eh bien que j'ai fini. Ouais, j'ai pas besoin de. Bon après, je sais pas si c'est vraiment plus rapide que de calculer la matrice inverse de P, hein, mais bon, moi j'aime mieux faire comme ça. Donc voilà, la matrice de F, donc dans la base V1, V2, V3, V4, eh ben, c'est donc, voilà, F de V1, c'est 2V1, donc voilà. L'image de, donc 2V2, eh ben, on a dit, c'est moins 2V2, plus 4V4, moins V3. Alors, il faut faire gaffe, parce que là, je ne les ai pas mis dans l'ordre V2, V3, V4, donc hein, c'est bien. Moins 2V2, moins, plus 4V4, moins V3, il ne faut pas se gourer dans l'ordre. Ensuite, l'image de V3, c'était V4, bon, ok, ça va. Et puis, l'image de V4, c'était donc moins 3V2, moins V3 plus 5V4. Okay, qui était là. Et voilà l'écriture de la matrice F dans cette base-là. Et bien là, j'ai fini en fait. Hein. Ça ne se voit pas forcément, mais j'ai fini. Pourquoi? Donc ma matrice, là, que je viens de trouver, je peux l'écrire comme une matrice. Alors la matrice que je prends, la matrice diagonale, c'est pas n'importe quoi. J'avais trouvé que le polynôme caractéristique, c'était x-2, x-1 au cube. Donc je prends la matrice diagonale avec 2 et 1, 1, 1. D'accord? C'est vraiment la matrice diagonale qui a le même polynôme caractéristique que ma matrice du début. Okay, et puis du coup, comment je trouve cette matrice-là? Juste, je fais ça moins ça. Hein. 2 moins 2, 0 ici, etc. Donc voilà, je calcule juste hein, cette matrice moins cette matrice diagonale et je dis que c'est ça. OK. Et là, donc, celle-là est diagonale. Donc ça, je veux dire des primes, je l'appelle. Et puis ça, j'appelle n'. Et là, surprise, vérifier, n' est nilpotente. N' au cube, ça fait 0. Enfin, c'est pas du tout une surprise, on verra que le théorème dira que ça marche tout le temps, hein, donc voilà. Mais on voit sur cet exemple, si vous vérifiez, n' au cube, hein, faites le calcul si vous voulez, ça fait bien la matrice nulle. Donc c'est nilpotent. Et en plus, aux joies, d' et n' sont commutantes entre eux. Pareil, c'est un peu de calcul à faire, on peut vérifier que ça fois ça est égal à ça fois ça. Ok? Donc chouette, mais bon, alors donc on a une décomposition, ok, mais cette matrice-là, c'est pas la matrice qu'on avait nous au début. Ok? Donc là, effectivement, pour avoir la décomposition de la matrice du début, il faut quand même calculer la matrice de passage. C'est pour ça que, en fait, finalement, j'aurais peut-être gagné du temps en la faisant tout à l'heure pour calculer cette matrice-là. J'aurais peut-être pu déjà calculer P et P-1, parce que là, maintenant, je suis obligé de l'avoir. Puisque, voilà, donc là, c'est les vecteurs, hein, vous vous rappelez, V1, V2, V3, V4. Hein. V3 est égal à E3, vous voyez, V4, c'était E1 moins E4. Hein, bref, j'ai juste recopié ma matrice là. Et bien donc j'ai A qui est égal à P fois, P fois cette matrice fois P-1, donc je décompose, ça fait Pd' P-1 plus Pn' P-1. Okay, et donc évidemment je les ai calculés, hein, j'ai calculé ça, je l'ai appelé D, j'ai calculé ça, je l'ai appelé N,
Et voilà, on obtient donc finalement que la matrice A du début est égale à cette matrice-là, plus cette matrice-là. Et on peut encore vérifier, mais là c'est facile parce que c'est par changement de base, qu'il y a toujours n au cube qui fait 0. C'est normal, hein, c'est Pn' P-1 au cube, ça fait Pn' au cube qui fait 0, P-1, donc ça fait la matrice nulle. Et qu'on a aussi dn qui est égal à nd. Pourquoi? Parce que ce pp-1 s'élimine quand on fait les calculs. Donc ça ne change rien. Et donc voilà, notre matrice de départ, on a bien réussi à l'écrire comme une matrice, non pas diagonale, mais diagonalisable, puisque dans la matrice de changement de base, V1, V2, V3, V4, celle-là est diagonale. Et une matrice nilpotente qui commute. OK? Donc voilà. Donc sur cet exemple, vous voyez, il suffit de prendre une base en fait adaptée à chaque espace caractéristique et ça marche en fait. C'est pas plus dur que ça. Même pas besoin de choisir des vecteurs propres au début, tout ça. Non, n'importe quelle base, ça marche en fait. Donc ça, on verra, jordaniser en fait, c'est juste pour optimiser la forme. C'est on choisit une certaine base pour que la matrice, la décomposition de Jordan, elle soit plus sympathique. Il y a des blocs de Jordan et tout, mais c'est pas indispensable en fait. Si on veut juste résoudre des problèmes de matrice, là, calculer des puissances, des exponentielles et tout ça, en fait, n'importe quelle base adaptée au sous-espace caractéristique permet de résoudre le problème. Ok? Donc c'est pour ça qu'en fait, c'est un peu pour les esthètes, c'est un peu pour faire un peu joli, la jordanisation, mais en fait, Jordan-Chevalet, ça suffit en fait pour résoudre les problèmes. Ok. Bon après, vous voyez d'autres avantages, on construit la base peut-être un peu plus facilement, enfin je sais pas. On verra. En tout cas, c'est prévu que je vous explique ça, hein, rassurez-vous. Ok, alors bon, maintenant, il va falloir faire la preuve. Alors pour faire cette preuve, je vais donc faire une petite digression, une petite parenthèse sur les endomorphismes qui commutent. Donc sur les matrices qui commutent, bien évidemment, c'est la même chose. Et donc, première remarque, si f et g commutent, alors ker de f et im de f sont des sous-espaces vectoriels stables par g. Et donc ker de g et im de g sont stables par f aussi, évidemment. Hein. D'accord? Alors, ok, donc on va essayer de démontrer ça. C'est vraiment pas très dur, mais bon, voilà, il faut juste le savoir, quoi. Donc si x appartient au noyau de f, donc ça veut dire que f de x c'est le vecteur nul, et donc g de f de x, c'est g du vecteur nul, c'est le vecteur nul. Et donc, ok, donc f de x, voilà, donc appartient au noyau de g, mais comme g de f de x c'est pareil que f de g de x, j'obtiens que f de g de x c'est le vecteur nul, et donc que g de x appartient bien au noyau de f. Donc si x appartient au noyau de f, g de x appartient au noyau de f, donc ker de f est stable par g. Pas plus dur que ça. Hein. Ok, maintenant prenons un élément de im de f, et donc s'il est dans im de f, ça veut dire qu'il est l'image d'un certain y qui est dans E, donc x ça s'écrit f de y, ok. Mais du coup, voilà, g de x c'est g de f de y, est-ce que là tout va bien? Mais g de f de y c'est f de g de y, tiens, petite faute de frappe là, pardon. C'est f de g de y, mais donc c'est bien dans l'image de f. Ok? Dans tous les cas, hein, voilà, même si là c'est un y, je me suis gouré, hop, c'est bien dans l'image de f, parce que c'est f de quelque chose. Donc g de x est aussi dans l'image de f, d'accord? Et donc l'image de f est bien stable par g. Alors, deux petites applications de ça. Première chose, si on prend un polynôme quelconque, voilà, coefficient dans K, eh bien pour tout f, un homomorphisme de E, le noyau de P de f est stable par f. D'accord? Les espaces propres, les noyaux de f carré moins 3f, les espaces caractéristiques, là, tout ça, c'est tout stable par f. Pourquoi? Parce que f commute avec P de f. Hein. D'accord? Bon, ok, donc c'est pas non plus très très dur, mais ça, on va l'utiliser plus tard. Hein, c'est important. Le noyau donc les sous-espaces caractéristiques, tout ça sont stables par f. Bon, c'était pas espace propre, etc. C'est pas très dur, mais je vais en avoir besoin. Alors oui, tout ça pour ça, si j'avais voulu démontrer que ça, effectivement, c'est peut-être pas la peine de démontrer ça, mais ça c'est utile en soi, hein, d'accord? Notez bien que ce que je dis ker de f, ça veut aussi dire les espaces propres de f, puisque si f commute avec g, f moins lambda identité commute avec g, puisque g commute avec identité. D'accord? Donc, en fait, si f et g commutent, les espaces propres de f sont stables par g, et ainsi de suite aussi. Hein. Ok? Donc voilà, c'est ce que je veux dire tout de suite. Hein. Tout sous-espace propre de f est stable par g, donc voilà. Pourquoi? Parce que g commute parce que f commute avec, g commute avec f moins lambda identité. Et ensuite, application 3, donc qui est utile en tant que telle, enfin qui a un résultat sympathique. Si f et g commutent et ils sont tous les deux diagonalisables, alors il existe une base qui les diagonalise tous les deux en même temps. D'accord? Donc ça, c'est intéressant. On va voir que c'est utile pour la preuve de Jordan-Chevalet. Hein. Donc, alors comment on démontre ça? Eh bien, on va prendre un sous-espace propre de f. Donc prenons h égale
ker de f moins alpha identité. Donc comme on l'a dit juste avant, H est stable par G, hein, parce que f moins alpha identité commute avec G. D'accord? Donc, je peux considérer l'application qui coïncide avec G sur H et l'application linéaire de H dans H qui coïncide avec G. D'accord? Ce n'est pas tout à fait la restriction de G à H, parce que la restriction de G à H, les gens écrivent ça souvent dans les bouquins, ils disent oh, pour la restriction de G à H. Non, la restriction de G à H, elle va de H dans E. Une restriction d'une fonction, une application, on ne change pas l'espace d'arrivée. Hein. D'accord? On change que l'espace de départ. Donc, ce n'est pas tout à fait la même chose. Bon, c'est vraiment, vu que l'image de G est dans H, je peux la voir comme une application de H dans H. D'accord? Mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on appelle la restriction. Bon, c'est une petite subtilité, mais enfin, bon, c'est pas très grave. Hein. Donc, je prends l'application de L de H qui définit sur H par H de X égale G de X. Je prends G que sur H, et ça va de H dans H. OK? Bon, pourquoi pas? Eh bien, comme G est diagonalisable, il existe un polynôme annulateur de G qui est scindé à racine simple. Rappelez-vous, on a vu ça dans les polynômes d'endomorphisme. Donc, ce polynôme est annulateur de H, puisque H c'est G. Pour tout X dans H, H de X c'est G de X. Donc si P de G fait 0, bah P de H fait 0. Vous voyez, c'est juste une évidence. D'accord? Et là, du coup, application du théorème des noyaux, s'il existe un polynôme scindé à racine simple qui annule H, alors H est diagonalisable. Donc vous voyez, toute cette machinerie qu'on a vue avant, ça me permet de démontrer en 2 secondes que si G est diagonalisable, alors la restriction de G à un espace stable est diagonalisable. Ok? Donc H est diagonalisable. Et donc on peut choisir une base de H dans laquelle la matrice de G est diagonale. Mais si vous réfléchissez bien, dans n'importe quelle base de H, la matrice de F est diagonale, puisque H, c'est même alpha identité, puisque par définition, H, c'est ker de F moins alpha identité. Donc n'importe quel vecteur non nul là-dedans, vérifie f de x égale alpha x, d'accord? C'est tous des vecteurs propres. Donc la base de H dans laquelle la matrice de G est diagonale, c'est aussi une base de H dans laquelle la matrice de F restreint à H est diagonale. Et donc si je fais ça pour tous les sous-espaces propres de F, je prends cette base-là pour chacun des sous-espaces propres qui sont en somme directe donnent tout l'espace de départ, et ben j'obtiens bien une base de diagonalisation qui est commune à F et à G. Parce qu'une base adaptée aux sous-espaces propres de F diagonalise F par définition, et là je prends à chaque fois une base qui diagonalise G dans chacun des blocs, et donc globalement la matrice de G dans cette base est diagonale aussi. Et donc voilà, ça démontre facilement comme ça que F et G sont diagonalisables dans une même base. Okay, alors pour démontrer ça, on n'a pas besoin des histoires de polynômes annulateurs en fait. On pourrait faire, on pourrait faire un petit raisonnement un peu plus compliqué, mais qui demande moins d'outils. Mais enfin, vu qu'on s'est embêté à faire les outils, qu'on a vu l'histoire de polynômes annulateurs, pourquoi pas l'utiliser? Voilà, parce que l'argument, c'est juste que si une application est diagonalisable et qu'il y a un sous-espace stable, alors la restriction à ce sous-espace stable est diagonalisable. Il n'y a pas besoin forcément de cette machinerie pour démontrer juste ça. Mais bon, là, du coup, ça devient hyper simple, alors pourquoi pas le faire? OK. Alors maintenant, allez, on y va. Preuve de Dunford. Donc, alors c'est assez particulier parce que d'habitude, quand on a existence et unicité, l'unicité on fait en premier, c'est pas trop dur, et l'existence, c'est un peu galère. Bah, là, pour Dunford, c'est le contraire en fait, c'est très très bizarre. On va voir que l'existence, c'est pas très dur, et l'unicité, c'est plus dur. Alors, bref. Donc, commençons par l'existence. Ok? Mais bon, d'un côté, c'est un peu ce qui est surprenant aussi, donc c'est pas tellement. Bon, bref. Alors. Donc je prends mon hypothèse, je sais que le polynôme caractéristique de A est scindé, c'est-à-dire qu'il existe en des valeurs propres alpha 1, alpha 2, alpha p, tel que le polynôme caractéristique s'écrit comme ça. Ok, donc ça je le sais. Et donc d'après le théorème des noyaux, je peux décomposer l'espace de départ K puissance n comme la somme des sous-espaces caractéristiques associés à chacune de ces valeurs propres. Hein, tous ces polynômes sont premiers entre eux, tout ça. Donc on a cette décomposition-là. Donc je fais comme dans l'exemple, hein, je vais prendre une base adaptée à cette décomposition-là. Okay. Donc soit B, une base de cet espace, puis ensuite je complète par une base du deuxième, je complète par une base du troisième, ensuite jusqu'à une base du dernier, j'obtiens bien une base de l'espace complet au début. D'accord? Donc voilà. Et j'appelle P la matrice de passage de la base canonique à la base B. Bon. Parce que là, pourquoi pas? Donc je sais que ces espaces-là sont propres, hein, c'est des kers de P de A, donc ils sont tous stables par A, donc je suis sûr que j'obtiens une matrice diagonale par bloc. Ok, a priori, quand je change cette base, mais bon, a priori, c'est tout ce que je peux savoir. Eh bien, je pose des primes égales la matrice diagonale avec alpha 1, alpha 1, alpha 1
pour toute la dimension du premier espace caractéristique, puisque je vous rappelle, celui-là est de dimension M1, hein, on l'a déjà vu, celui-là de dimension M2, M3, M20, celui-là de dimension MP, la somme des MP fait N, puisque c'est le degré du polynôme caractéristique, tout ça, on l'a déjà vu précédemment, hein, toutes ces petites choses-là, donc j'insiste pas. Donc bref, donc je prends alpha 1, alpha 1, alpha 1, hop, alpha 2, alpha 2, alpha 2, et jusqu'à alpha P, alpha P, alpha P, MP. D'accord? Donc comme j'ai fait dans le cas précédent, rappelez-vous, j'ai pris la matrice avec 2, 1, 1, 1. Hein, donc la matrice diagonale dont le polynôme caractéristique est ça en fait. Hein. Donc, voilà, comme ça pour s'en rappeler, un polynôme diagonal qui a la même polynôme caractéristique que A. Ok, et donc, eh bien, qu'est-ce que je fais? Donc c'était la décomposition pour la base, dans la base B. Hein. Bah, du coup, si P c'est la matrice de chemin de base, bah, du coup je pose, ça c'est D', je pose D égale P D' P-1. Autrement dit, c'est cette matrice-là, mais dans la base de départ. Ok. Et du coup, bah, j'obtiens ma matrice D qui est diagonalisable, hein, puisque c'est par champ de base, ça devient une matrice diagonale, donc j'ai bien une matrice diagonalisable, et directement, je pose n égale à moins D. Alors, qu'est-ce qui reste à démontrer? Bah, que n est nilpotent et puis que n est D commute. Hein. J'obtiens bien n égale, oui, j'obtiens bien A égale n plus D, hein, avec D diagonalisable. Voilà, donc, alors je vous rappelle ce qu'on a pris ça. Maintenant, comment elles sont définies, mes applications D et n, et puis on veut montrer que n est nilpotente et que dn égale nd. Hein. Donc, pour résumer, elle est définie de la façon suivante, l'application D, c'est si je prends un vecteur x qui est dans l'espace caractéristique associé à la valeur propre alpha k, alors, je vous rappelle que l'image de l'application D dans cette base-là, c'est juste la matrice diagonale de coefficient alpha k. Donc, l'image par D de ce vecteur-là, D de x, c'est alpha k x. Ok. Donc là, je fais un abus de notation, parce que c'est la matrice D' en fait dans cette base-là. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? En fait, là, je confonds la matrice D avec l'application linéaire petit d, correspondant à dont la matrice dans la base canonique est D, et dont la matrice dans la base grand B est D'. Donc là, je devrais mettre petit d de ça, mais bon, j'ai eu la flemme d'écrire la définition de machin, etc. Donc je fais un petit abus de notation. Donc ça, d'accord, c'est l'application linéaire D, hein, voilà, qui est définie comme ça, sur cet espace-là, hein, donc dont la matrice est la matrice diagonale, etc., dans la base adaptée à ça. Et du coup, ben, n de x, comme c'est a de x moins d de x, ben, du coup, c'est défini par l'image de x moins alpha k x. Okay, donc voilà, un point vecteur dans cet espace-là, l'image par d, ben, c'est ça, et l'image par n, c'est ça. Voilà, et donc je veux démontrer, je vous rappelle ce qu'il faut démontrer hein, pour avoir l'existence, c'est que n est nilpotente et que n et d commutent. Eh bien, comme je sais que j'ai une base, la base B, c'est des bases de vecteurs qui sont tous dans des espaces caractéristiques comme ça. Si j'arrive à démontrer que pour n'importe quel x dans cet espace caractéristique quelconque, j'ai bien que n d'une certaine puissance de x, ça fait 0, et que dn de x est égal à nd de x, ben en fait, en appliquant à tous les vecteurs de la base, j'obtiendrai que c'est vrai pour tous les vecteurs de la base, donc ce sera vrai partout. Ok? C'est ça l'idée, hein, on va montrer vecteur par vecteur. Donc je prends V, un élément de la base B. Donc il existe un cas tel qu'il est dans un espace caractéristique, donc V, voilà, je peux supposer qu'il est dans celui-là, et je veux démontrer que eh ben, n a une certaine puissance de V, ça vaut le vecteur nul, et que dn de V égale nd de V, et ça me prouvera ce que je veux démontrer. Ok? Alors, bon, ben, on commence à calculer, alors n de V. N de V, bah, n c'est A moins alpha k identité, donc pour V, hein, dans cet espace-là, donc c'est A moins alpha k identité de V. Ok? Mais astuce, rappelez-vous, cet espace caractéristique, là, il est stable, hein, c'est noyau de P de A, c'est stable par A. Donc, AV est toujours dans cet espace-là. Comme V est dans cet espace-là, A moins alpha k identité de V, donc ça fait AV moins alpha k V, c'est bien toujours dans cet espace caractéristique. Et donc, quand je vais itérer, je vais faire n appliqué à ce vecteur-là, comme il est encore dedans, n de V, c'est toujours A moins alpha identité fois ce vecteur-là, puisqu'il est dedans. Donc n carré V, c'est A moins alpha identité au carré V. D'accord, hein, parce qu'il faut se méfier, ce n'est pas si évident que ça, parce que ça marche que si V est dans cet espace-là. Et donc que si l'image de V par ça est encore dans cet espace-là. Et donc NV, il est dans cet espace-là, d'accord, puisque c'est AV moins alpha V. Donc NV est bien dans cet espace-là. Et donc pour calculer n carré de V, eh ben, du coup, je remultiplie par A moins alpha k machin, et donc du coup ça reste stable, etc., etc. Donc du coup je peux le faire plein de fois,
et n puissance mk de v, donc n de v de n de v de n, enfin n de n de n de n de v, ça fait alpha a moins alpha k identité à puissance mk de v, mais ça justement, ça fait le vecteur nul, puisque v il est dans le noyau de a moins alpha k puissance mk. Donc je trouve bien une valeur telle que n a une certaine puissance pour v, ça s'annule. On va me dire, ah oui, mais alors attention, parce que si v était dans un autre espace, ce n'était pas la même valeur pour mk. Alors effectivement, il faut que je prenne m le plus petit, j'ai marqué PGCD, c'est une faute de frappe, désolé, le PPCM de M1, M2, MP, le plus petit multiple commun, donc ça vous oubliez, de toutes ces valeurs M1, MP. Et donc si je prends n puissance m de v, ça fait 0, parce que c'est un multiple de mk. Donc à partir de mk, ça fait 0, donc un nombre plus grand que mk, bah, ça fait toujours le vecteur nul. D'accord? Et donc là, ça marche pour tous les espaces. J'ai privé dans n'importe quel espace, bah, du coup, n puissance m de v, ça fait toujours le vecteur nul. Et donc je trouve bien que n est nilpotente. D'accord? Voilà. Peut-être que l'indice optimal, ce n'est pas le PPCM, peut-être que c'était avant, mais enfin on s'en fout. En tout cas, n est nilpotente. Ok? Donc ça, c'est fait. Et maintenant, il faut montrer que dn égale nd. Alors pour ça, bah, pareil, je vais calculer dn de v et nd de v, et puis essayer de voir si c'est pareil. Alors, n de d de v. Bon, bah, d de v, c'est alpha k de v. Donc ça fait n de alpha k de v, comme n est linéaire, ça fait alpha k de n de v. Parce que là, tout va bien. Ok? Et comme on l'a vu avant, nv, il est dans ker de a moins alpha k identité, du coup, c'est encore un vecteur là-dedans. Du coup, d de nv, bah, c'est encore un vecteur propre. Enfin, puisque c'est pas un vecteur propre, mais c'est enfin si, puisque d est diagonale sur cet espace-là. D'accord? Donc tous les vecteurs de cet espace sont des vecteurs propres pour d. Donc bah, d de nv, c'est alpha k nv. Ah, bah c'est pareil. D'accord? Donc d de nv, c'est nd de v. Et ça, c'est vrai pour tous les vecteurs v de la base. Ça montre bien qu'on a les applications dn qui est égale à l'application nd. Et voilà. Ça, on a prouvé l'existence en faisant exactement comme l'exemple. Hein. D'accord? Je vous explique. Voilà, on prend une base adaptée au sous-espace caractéristique. On prend la matrice diagonale dans cette base-là, qui est le même polynôme caractéristique de f. D'accord? Et puis on fait le changement de base pour la ramener à la base de départ. Boum, on a trouvé la matrice D. Et puis on fait A-D, on trouve la matrice N. Et voilà. Enfin, et voilà. Il faut quand même trouver la base adaptée à chaque espace caractéristique, trouver donc la matrice de passage, trouver l'inverse de la matrice de passage. Bon, c'est quand même pas complètement évident. Mais voilà, calculer les polynômes caractéristiques et tout. Mais il n'y a pas plus que ça à faire. Ok, alors maintenant, on va prouver l'unicité. Donc, voilà, ça c'est la partie un peu velue, d'accord, de la preuve. Hein. Donc voilà, si vous voulez, honnêtement, si vous voulez juste comprendre Dunford, bah, utilisez en pratique, vous n'avez pas besoin de regarder la preuve de l'unicité, vous savez que c'est unique, et puis voilà. Maintenant, pour ceux qui en veulent un petit peu plus, on va quand même mettre les moins dans le cambouis, et puis on va essayer de comprendre pourquoi il y a unicité. Ok, donc là je me suis fortement inspiré de Gourdon, il faut quand même citer ses sources hein, pour la preuve. Alors, pour ceux qui ne voient pas, c'est les maths en tête algèbre. Ok. Bon. Alors, supposons que A s'éprive de deux façons, D plus N et D1 plus N1, avec donc D plus N, c'est les mêmes, c'est ceux que j'ai déjà fait, hein, d'accord? Je les ai trouvés, D et N, c'est ceux qui étaient définis avant. Imaginons, et j'essaye de vous montrer, voilà, que si elle s'écrit d'une autre façon, D1 plus N1, alors c'était la même qu'au début. Okay, j'en prends pas deux au hasard, hein, je prends celle que j'ai fait avant, le D plus N précédent, et je suppose que ça s'écrit D1 plus N1, où D1 est diagonalisable, N1 est nilpotent, et qui commute, hein, tel que D1 N1 est égal à N1 D1. Et objectif, montrer que D égale D1 et N égale N1, du coup automatiquement. Ok, donc on va essayer de montrer D égale D1 en fait. Alors remarquons tout d'abord que D1 commute avec A. Pourquoi? Parce que D1 commute avec D1, et D1 commute avec N1, donc il commute avec D1 plus N1. Donc commute avec A. Ok, donc, les sous-espaces caractéristiques de A sont stables par D1, d'après le petit lemme qu'on a vu précédent sur les endomorphismes commutants. Ok, donc c'est important. Hein. N'importe quel, voilà, donc pourquoi? Parce que si il commute avec A, il commute avec P de A, hein, d'accord. Donc le noyau de ça est stable par D1. Donc ça, c'est pas mal. Ok, du coup, ça veut dire que je vais pouvoir trouver une base hein, adaptée à ça, et D1, il sera stable sur chacune, enfin, la matrice de D1 sera par bloc sur chacun de ces espaces-là. Ok, donc prenons un vecteur V, encore pareil, hein, donc qui soit là-dedans, dans ce sous-espace caractéristique. Bah, du coup, vu que D1 de V, c'est dedans, je sais que l'image par D, c'est le même que tout à l'heure, D, de D1 de V, c'est alpha K D1 de V. Hein, parce que je vous rappelle que c'est alpha K identité, la matrice D, sur cet espace-là. Hein. Donc, alpha K D1 de V. Okay, mais là, comme D1 est linéaire, je peux rentrer le alpha K dedans, c'est D1 de alpha K de V.
Okay, puis alpha k de V, bah, il se trouve que c'est D de V, hein, puisque toujours pareil, V étant dans cet espace-là, eh bien, D de V, c'est alpha kV. Et donc, oh, bah tiens, D de D1 de V, c'est pareil que D1 de D de V. Et ça, c'est pour tout vecteur, d'accord, de n'importe quel espace caractéristique. Donc, je sais que j'ai une base qui se décompose avec des vecteurs qui sont tous cette propriété-là. Et donc, sur une base, on a D D1 de V égale D1 de D de V, et donc D1D égale DD1. Donc, D et D1 commutent. Donc, ils sont diagonalisables dans une même base, petit m précédent. Et donc, si je peux trouver une base qui diagonalise à la fois D et D1, bah, du coup, cette base diagonalise D moins D1, et n'importe quelle combinaison de D et D1. Mais c'est plutôt D moins D1 qui m'intéresse, parce que je vous rappelle que mon objectif est de montrer que D moins D1 est la matrice nulle. Donc, première étape, D moins D1 est diagonalisable. Okay, je spoil un petit peu, maintenant, je vais essayer de démontrer que D moins D1 est nilpotent. D'accord, hein, pourquoi, bah, parce que c'est égal à D moins D1, c'est égal à N1 moins N, hein, donc je vais essayer de démontrer que ça, c'est nilpotent. Et du coup, si une matrice est diagonalisable et nilpotente, vous voyez, si elle est nilpotente, c'est-à-dire que sa seule valeur propre possible, c'est 0. Hein, son polynôme caractéristique, c'est x puissance quelque chose. À x puissance n même, en dimension n. Son polynôme minimal, c'est x puissance quelque chose, mais son polynôme caractéristique, c'est x puissance n, donc une seule racine 0. Donc il n'y a qu'une seule valeur propre, c'est 0. Et donc une matrice diagonalisable dont la seule valeur propre est 0, bim, c'est la matrice nulle, et donc j'ai fini. Vous voyez, c'est la démarche de la preuve, j'essaie de vous faire de spoiler pour que vous compreniez un peu l'intérêt d'avoir fait ça. C'est que je venais montrer que D moins D1 est nul, et donc je démontre d'abord comme D et D1 sont diagonalisables, et il y a l'histoire de commutation, je commence à démontrer que D moins D1 est diagonalisable, et ensuite je vais écrire que c'est égal à N1 moins N pour montrer que c'est nilpotent, parce qu'une matrice qui est à la fois diagonalisable et nilpotente, c'est la matrice nulle. Voilà l'idée de la preuve, quoi. Ok, donc alors allons-y. Maintenant, il faut continuer. D commute avec A, ça je l'ai déjà vu, d'accord, parce qu'il commute avec D et avec N, donc il commute avec A. Donc il commute avec D1 plus N1, qui est égal à A. Mais D commute avec D1, je l'ai vu déjà. Donc il commute avec N1, puisque c'est A moins D1. Il commute avec A, il commute avec D1, donc commute avec A moins D1. Donc D commute avec N1. Ok? Bon, c'est bien de le savoir. Mais du coup, comme N1, il commute avec A, il commute avec D plus N. Mais donc, comme il commute avec D, il commute avec A, bah il commute avec N qui est A moins D. Donc je déduis du fait que D et D1 commutent, le fait que N et N1 commutent aussi. D'accord? Donc ça c'est bien. Donc on a D moins D1, c'est N1 moins N, avec N1 et N qui sont nilpotentes et qui commutent. Mais si N1 et N, donc je prends deux entiers R et S, tels que, donc voilà, l'indice de nilpotence de N1, je l'appelle R, l'indice de nilpotence de N, je l'appelle S, et puis je prends, donc voilà, je sais qu'il existe, hein, R et S, tels que N1 puissance R égale N puissance S égale la matrice nulle, et donc quand deux matrices commutent, on peut utiliser la formule du binôme de Newton pour calculer les puissances de cette matrice, et donc je vais calculer N moins N1 à la puissance R plus S. Et je me rends compte que j'ai oublié un moins 1 puissance R plus S moins I, là, quand j'ai fait mon calcul, j'ai fait comme si c'était plus, là, c'est très mal. Bon, ça ne change rien au résultat, mais quand même, désolé pour toutes ces fautes de frappe. Hein. Mes relecteurs ont raté des trucs. Bon, bref. Alors, donc on fait le binôme de Newton. Donc ça fait une somme pour I allant de 0 à R plus S, je vous rappelle, de donc I parmi R plus S, le coefficient du binôme de Newton, fois la première matrice à la puissance I, fois la deuxième, donc c'est là qu'il y a le moins 1 puissance R plus S moins I qui doit sortir normalement, hein. La deuxième matrice N1 à la puissance R plus S moins I. Bon, et alors pourquoi ça se ferait la matrice nulle, cette formule atroce? Parce qu'en fait, il y en a forcément soit lui qui vaut 0. Regardez, pour les premiers, I égale 0, etc., bah, du coup, N1 puissance R plus S, bah, c'est plus grand, l'indice est plus grand que S, est plus grand que R, donc N1 puissance R, déjà ça fait 0, donc N1 puissance R plus quelque chose, bah, ça fait 0 à une certaine puissance, donc ça fait 0. Okay, et donc à partir du moment où lui commence à plus faire 0, bah, c'est quand I il devient plus grand que S. D'accord? Donc là, c'est quand I devient strictement plus grand que S, bah, du coup, il n'y a plus de problème. Là. Hein, quand I égale S, ça fait encore 0. Et puis quand I devient strictement plus grand que S, ah, bah là, ça fait plus 0. Mais quand I est plus grand que S, bah, du coup, c'est N puissance S qui fait 0. D'accord? Et donc, il y en a forcément un des deux termes qui est la matrice nulle. Donc, en les multipliant, ça fait la matrice nulle. Donc, la somme de la matrice nulle, même plein de fois, ça fait toujours la matrice nulle. Et donc, j'obtiens bien ça. Ouais, donc en fait, c'est vrai dans n'importe quel anneau. Hein. Deux éléments nilpotents qui commutent, bah, leur somme ou leur différence est nilpotente. Hein. Ok? Donc voilà, et bah, du coup, ça me prouve que D1, D moins D1 est nilpotente.
Et donc, comme j'ai spoilé avant, bah, ça me prouve que D-1, c'est la matrice nulle, hein, parce que diagonalisable et nilpotente, il n'y a pas d'autre choix. D'accord? C'est diagonalisable, et valeur propre, c'est que 0. Bah, donc voilà, dans une certaine base, c'est la matrice nulle, la base de diagonalisation. Donc dans toutes les bases, c'est la matrice nulle. Parce que P-1, 0P, bah, ça fait toujours 0. Et donc voilà, donc D-1, c'est la matrice nulle, et donc du coup, N1-N, c'est aussi la matrice nulle, et donc j'ai bien démontré l'unicité. Ah, voilà, voilà. Bref, eh bien, c'est terminé pour la définition de Dunford. Donc maintenant, on va voir encore des petites choses pour pouvoir faire la jordanisation que je vous ai promis. Hein, donc on va la faire. Et donc voilà, je remercie tous mes sympathiques tipeurs dont le nombre augmente de mois en mois. Et franchement, ça fait super plaisir. Et puis, je vous félicite d'être arrivé jusque-là, parce que quand même, c'était pas complètement évident. Donc voilà, ceux qui voient la fin des vidéos, c'est quand même des vrais en maths. Je suis vraiment très fier de vous. Et puis, bah, écoutez, je vous dis à bientôt pour la suite.